Pourquoi le contenu business devient de plus en plus agressif et pourquoi ça marche? Si tu consommes souvent du business en ligne, il y a forcément un moment où tu t'es dit pourquoi ce contenu me met mal à l'aise alors qu'il est censé me motiver? Alors c'est pas une question de sensibilité, c'est pas une question de génération, et c'est pas non plus une question de jalousie. C'est une question de structure discursive. Aujourd'hui, on va pas spécialement parler de personnes, on va parler de mécanique de contenu, et notamment dans ceux qui dominent le marché de la formation. Alors tout d'abord, j'aimerais évoquer quelque chose. Pourquoi est-ce que le contenu aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, est devenu agressif? Eh bien d'abord, il faut savoir que le marché il est un peu arrivé à saturation. On va parler du fait qu'il y a trop d'offres aujourd'hui qui sont similaires et donc les gens se disent il faut que je me différencie par la radicalité. En gros, l'émotion va remplacer la démonstration. Pourquoi? D'abord parce que les algorithmes vont favoriser la colère, en tout cas ce qui peut devenir clivant. Ils vont favoriser aussi la peur et éventuellement la supériorité morale. Donc, aujourd'hui en 2026, le contenu nuancé devient invisible. Pour comprendre bien ce qui se passe, on va avoir besoin de deux outils conceptuels. Parlons dans un premier temps de la fenêtre d'Overton. Alors la fenêtre d'Overton, évidemment, on va l'adapter au marketing, mais je vais la définir un petit peu dans un premier temps. Il faut savoir que la fenêtre d'Overton, ça part du principe que toute société a un champ d'idées acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'intérieur même d'un spectre, qu'on va appeler la fenêtre, tout ce qu'on peut y dire va devenir acceptable et ce qui est à l'extérieur de cette fenêtre peut devenir inacceptable, c'est-à-dire over the top en quelque sorte, au-delà de ce qui est de l'ordre de l'admissible. Bah évidemment, le marketing n'y échappe pas. Avant, tout ce qui était du genre humilier son audience, mépriser les salariés, refuser toute nuance, c'était à l'extérieur de la fenêtre d'Overton. Aujourd'hui, dans la fenêtre, on y met un fourre-tout en marketing et en stratégie de contenu qui est incroyable. Si tu échoues, c'est ta faute. Les critiques sont des losers ou l'éthique ralentit. Bref, la fenêtre s'est déplacée. Ce qui choquait hier est devenu le hook aujourd'hui. En quelque sorte, les algorithmes vont privilégier le clivant tout simplement parce que ça donne des réactions et que qui dit réaction dit qu'on peut avoir autant de détracteurs que de personnes qui nous apprécient. Bref, c'est le principe de Warhol qui disait peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, mais qu'on parle de moi ça va aider, c'est un peu le même principe en fait en quelque sorte. Et donc pour le marketing et pour la stratégie de contenu que certains mettent en œuvre, c'est la même chose. Venons-en maintenant à un deuxième outil qui va être complémentaire à cette fenêtre d'Overton. Je veux maintenant parler du point Godwin, naissant Hitler. Alors le point Godwin, c'est pas une référence historique, c'est une figure repoussoire absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une figure qui empêche toute discussion et que si on en arrive à un point Godwin, ça nous fait un lien évident avec le nazisme. Alors des équivalents business, un salarié frustré, un prof théorique, un critique fauché, un hater, bref, tout ça, ce sont des mécanismes clés. À partir du moment où tu critiques, tu es disqualifié en tant que personne. Fin du débat. Début de l'adhésion émotionnelle. Alors en quoi la fenêtre d'Overton et le point Godwin peuvent être reliés à des études de cas que je vais vous montrer aujourd'hui, notamment en termes de process, de stratégie et non en termes de personnes. Oui, je vais citer des gens dans leur stratégie et la méthode qu'ils utilisent justement pour faire passer à l'action en quelque sorte. Le marketing c'est ça, hein. Mais en l'occurrence l'idée c'est de comprendre le mécanisme. Surtout que les personnes que je vais citer, elles sont plutôt des archétypes discursifs qu'autre chose. Alors déjà, Grégory Lagrange. Lui, on est sur une polarisation frontale. On a l'impression que c'est souvent assez proche de la polarisation qu'on peut trouver en politique parce qu'en gros, il donne un ennemi explicite, il utilise beaucoup de rhétorique de la guerre, un engagement par le conflit. Bref, le lien entre Overton et Godwin, il est assez direct dans le sens où désaccord égale trahison. Qui dit désaccord dit qu'en gros, vous n'êtes pas... toutes les critiques sont en quelque sorte le camp adverse. Venons-en à un deuxième élément. Laurine Bemer. Là, on est sur l'absolutisme de la performance. On a chez elle un travail du texte qui est dans l'hyper-responsabilisation et une sorte de mérite moral du succès
qui est souvent un petit peu relié aussi à cette culture de la gagne et cette idéologie de l'argent facile. Elle n'hésite pas justement à utiliser des visuels en lien avec de l'argent, quitte à mépriser un petit peu les personnes qui trouveraient difficile d'y arriver parce que c'est l'effet que ça peut donner pour les gens justement qui ne sont pas motivés par sa stratégie et donc au final ne s'en sortent pas. Le lien avec Overton ou avec Goodwin, c'est que en quelque sorte le doute devient une faute et la nuance peut devenir une faiblesse. Autre élément, autre personne, Thibault Louis, là on est dans une bulle idéologique et le monde symbolique, pour lui, il est fermé. On a un lexique qui est propre à lui-même et des règles internes qu'il a fondées, qu'il a réalisées et en quelque sorte, faut se reconnaître dans ces règles. De nouveau, le lien Overton-Goodwin, il est toute critique externe de son fonctionnement de pensée, c'est pas recevable et on a une auto-validation permanente qui est donnée par les commentaires ou par les personnes qui le suivent ou qui l'apprécient. JP Fanguin, alors là ça va être beaucoup plus facile parce que pour le coup tout le monde le connaît, enfin tout le monde, j'exagère un petit peu mais c'est vrai que la question vite répondue ça a fait le tour du monde et surtout un bad buzz monumental. On est sur la domination rhétorique, un ton vertical, une intimidation symbolique qui disait en gros si t'es pas foutu de mettre 2 euros ou X euros dans un véhicule ou dans quelque chose de haut standing, en gros retourne prendre le bus. Et donc on a vraiment une moralisation et une intimidation dans ce discours qui était assez risible parce que il y a une vision de l'entrepreneur qui est assez misérabilisme en fait, qui est qu'en gros la culture de la gagne, elle est pour tous ceux qui vont venir avec moi et pas pour les autres. Et de nouveau, le lien avec Overton et avec Goodwin, c'est que son autorité devient un argument et toute personne qui peut s'y opposer a une certaine immaturité parce qu'il ne comprend pas voilà, la façon de faire. JP Fanguin, en l'occurrence, a fait l'objet de railleries et voilà, de diverses, on va dire, vidéos pastiches et on peut le comprendre parce que on était vraiment exacerbé dans la méthode d'utilisation de ces techniques-là et qui dit surutilisation dit un côté complètement non crédible, même si certains se font avoir. Hein. J'ai eu une personne dans mes formés il y a quelques années qui avait acheté sa formation parce que les vidéos l'avaient motivé à l'acheter. Mais j'avais trouvé ça surprenant d'ailleurs que ça fonctionne sur lui. Alors peut-être que moi je suis un peu biaisé parce que je suis dedans et je le vois comme le nez au milieu de la figure, mais c'est vrai que aujourd'hui, comme l'émission le montre, la fameuse émission On n'est pas des pigeons, la culture du trop peut donner l'effet inverse de l'incrédibilité. Pourquoi, dans la majeure partie des cas, ça marche? Alors d'abord, on a besoin de certitude. Les gens qui regardent sur les réseaux sociaux, ils ont besoin de certitude. Le doute, le fait d'être nuancé, tout simplement, ça les motive moins ou pas du tout. Il y a aussi un désir d'appartenance. Quelqu'un qui est sûr de lui, forcément, on va avoir envie de le suivre. On va se dire waouh, il m'impressionne. Je me sens revivre quand je suis à ses côtés. Il y a une certaine fatigue cognitive qui est de se dire si moi-même je dois faire le travail d'analyser ce qui est faux, du vrai, etc., ça devient fatigant. Or, cette personne-là me fait ce travail d'analyse et donc en fait, je veux lui faire confiance parce que j'ai une certaine fatigue cognitive de mon côté. Et enfin, les gens recherchent évidemment des figures fortes, donc en allant vers des figures fortes, forcément qu'ils vont avoir un peu plus de certitude de quelle personne suivre, quelle personne apprécier, quel contenu consommer. Attention toutefois, ces contenus ne vendent pas des compétences, ils vendent la majeure partie du temps une identité. Alors quels sont les effets pervers? Quels sont les effets pervers de ça? C'est que tout simplement, on a une déresponsabilisation des formateurs. Les personnes qui sont mes homologues ou moi-même, évidemment, on a l'impression que on est mis dans la même vague uniquement parce que on a une prise de parole qui est sur les réseaux ou sur le web et que on peut être assimilé à ces personnes-là. Mais globalement, regardez l'angle et regardez si les contenus sont clivants pour voir si on utilise de techniques de manipulation ou de biais cognitifs. Les formateurs ne l'utilisent pas ou très peu. Globalement, l'effet pervers numéro 2, ça va être la culpabilisation des clients. Les personnes qui utilisent systématiquement ces techniques-là pour créer un passage à l'action et évidemment vendre leur formation ou leur service, eh bien, ils vont avoir tendance à utiliser ces stratagèmes justement pour faire venir les gens à eux. Moi, je trouve que c'est suffisamment difficile de se lancer en entrepreneuriat pour éviter d'être systématiquement dans la dévalorisation, même si, dans le coaching, les gens ont besoin parfois d'un coup de pied dans le cul. Et ils me le disent, hein. Moi, mes clients, des fois, ils me disent, on a besoin d'un vrai plan d'action et que ce soit vraiment cadré dans le temps et dans le moment, sinon, on va pas le faire. Oui, il y a ce côté qui marche en coaching et on le sait. Si on n'est pas poussé en dehors de sa zone de retranchement, on fait rien. Mais, vous voyez l'effet pervers,
faire, ça reste dans le discours qu'on utilise. Enfin, possibilité de feedback réel et l'appauvrissement du débat business, tout simplement, ces personnes-là ont une sorte de posture qui fait que soit vous vous reconnaissez dedans, ça va peut-être d'ailleurs marcher sur vous, soit vous ne vous reconnaissez pas et tout de suite vous avez une vision très très négative de leur méthode ou de leur façon de faire ou de communiquer sur les réseaux. Donc ça peut être des fois un petit peu difficile à lire. D'ailleurs, je le comprends tout à fait, les angles de stratégie de contenu sont ceux qui vont vraiment faire adhérer des cibles ou pas du tout. Et en l'occurrence, ces techniques d'aller à l'extérieur de la fenêtre d'Overton, ça peut marcher. Moi, je l'utilise un petit peu de temps à autre, mais de manière plutôt smooth. Ou alors vraiment quand il y a quelque chose que je trouve, ou une personne ou quelqu'un a fait quelque chose qui vraiment m'insupporte. Et dans ces cas-là, je me dis, vu que j'ai une liste longue comme le bras de choses qui m'insupportent, je pense que je peux en faire une en retour, ça sera pas très grave. Bref. En conclusion, il faut que vous puissiez reprendre le pouvoir cognitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème n'est pas forcément dans la radicalité, le problème c'est dans l'impossibilité de la contradiction. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ces personnes-là, n'hésitez pas à le dire et n'hésitez pas à l'étayer, à le faire savoir. Comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec la moitié ou plus de la moitié de ce que je vous dites, mais je me battrai toujours pour le faire savoir, tout simplement parce que on est dans un espace de débat et tant qu'on n'est pas dénigrant, le droit à la critique existe. En étant respectueux, en étant dans la limite du raisonnable, pourquoi pas? Mais c'est justement en ayant de la contradiction qu'on peut progresser nous-mêmes ou même faire progresser les autres. Là-dessus, c'est important. N'hésitez pas justement, si vous voulez plus d'informations, à nous suivre sur notre chaîne, puisque moi-même j'essaye de traiter tout un ensemble de sujets en lien avec l'entrepreneuriat et le marketing digital. Je ne me suis pas présenté au départ, mais donc si vous me voyez pour la première fois, vous ne savez pas que je suis formateur depuis une vingtaine d'années en marketing et en marketing digital. J'ai également créé une agence justement où on fournit tous les services de marketing numérique qui sont en lien avec les besoins de lancement de marque ou de développement d'une marque. Et si vous avez le besoin, n'hésitez pas à vous inscrire pour en apprendre plus d'une manière générale sur l'entrepreneuriat et le marketing digital au fur et à mesure du temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!